Mon nom est Sachien. Je suis un dresseur Pokémon, ou en tout cas c'est le nom qu'on se donne avec les copains. Les gardes-chasse, eux, nous appellent braconniers. Je ne sais pas pourquoi. Tous les jours, je parcours la forêt à la recherche de nouveaux Pokémon pour enrichir ma connaissance de ces mystérieuses créatures. Et du coup, quand j'en trouve un, je le tabasse pour l'affaiblir suffisamment avant de le capturer et de le ranger dans mon sac à dos pour l'emmener se battre contre d'autres Pokémon pour gagner de l'argent. La belle vie. De l'avant-vide à Jariel, moi et mon Pikachu nous affrontons de terribles ennemis rencontrés dans les fougères, et nous battons pour notre vie. Ou pour la sienne en tout cas. Ah, mais voilà qu'un ennemi vient de surgir de derrière un fraisier. Préparons-nous encore pour le combat. Comment est-ce que j'ai bien pu me laisser embarquer là-dedans? Bonjour Sachien, je suis le professeur Peuplier. Connais-tu les Pokémon? Oui? Les Pokémon sont de fantastiques créatures. J'essaye de tous les répertorier dans mon Pokédex. Voudrais-tu m'aider? C'est-à-dire que... Formidable! Pour t'aider dans le commencement de ta quête, je te propose l'un de ces Pokémon. D'abord, tu as l'horripilant Carapaud, ensuite l'hirsute Salafrange, et enfin l'étrange Bulbazard. Lequel vas-tu choisir, mon jeune ami? Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de Gamepad of Science, l'émission qui associe danse et Siameto. Science et jeux vidéo. Aujourd'hui nous allons parler d'un classique du jeu vidéo depuis près de 20 ans, Pokémon. Pokémon est un jeu de RPG /aventure /puzzle créé par Satoshi Tajiri, développé par Game Freak et Creators Inc. et publié par Nintendo. Les deux premiers opus, respectivement Pokémon Bleu et Pokémon Rouge, sont sortis sur Game Boy en 1996 au Japon et en 1999 en Europe. Bien que la franchise comporte plus de 25 opus sortis sur 5 consoles différentes, le principe de base reste le même. Dans Pokémon, vous incarnez un jeune garçon qui décide de devenir dresseur Pokémon. Vous parcourez alors le monde afin de capturer ces étranges créatures au pouvoir surnaturel et d'améliorer leurs performances en les faisant combattre entre elles afin de devenir LE meilleur dresseur. Afin de capturer des Pokémon, les dresseurs utilisent des Pokéballs, sortes de petites sphères rouges et blanches dans lesquelles les Pokémon semblent emprisonnés. Mais concrètement, comment fonctionnent-elles ? La première hypothèse envisageable, c'est que la Pokéball se contente bêtement de comprimer les Pokémon afin de les faire rentrer à l'intérieur de la sphère par un quelconque procédé physique. Seulement est-ce vraiment possible? Pour le savoir, nous allons tenter de calculer l'énergie nécessaire pour réduire le volume d'un Pokémon de moitié en le comprimant. Si les Pokémon suivent les règles en vigueur dans la biologie classique, alors ils sont majoritairement constitués d'eau, environ 65%. Pour simplifier les calculs, nous considérerons alors qu'ils sont uniquement constitués d'eau. Bien sûr, cela peut sembler étrange puisque nous oublions les éléments solides, comme les os, mais vous verrez que le résultat est déjà assez explicite avec de l'eau. L'eau liquide est, comme tout liquide, considéré comme incompressible. Ce n'est pas parfaitement exact. On peut comprimer de l'eau, mais c'est juste très difficile. Un calcul assez simple nous permet, à partir de la valeur de la compressibilité de l'eau, de déterminer quelle pression appliquer à un volume d'eau pour le réduire de moitié. Ce calcul nous indique qu'il faut appliquer une pression d'environ 14 000 bars, soit 14 000 fois environ la pression atmosphérique, ce qui est énorme. Pour vous donner une idée, en industrie, on peut parfois monter à des pressions de 6150 bars, soit 6150 fois la pression atmosphérique, pour découper tout type de matériaux. Attention, dans le cas de la découpe, il s'agit d'une pression dynamique, c'est-à-dire due au déplacement du fluide, tandis que nous souhaitons appliquer une pression statique sur le Pokémon, comme par exemple dans un piston. Mais 14 000 bars, c'est vraiment beaucoup. Même au fond de la fosse des Mariannes, la plus profonde fosse océanique connue située dans le Pacifique Ouest, la pression ne dépasse pas 1100 fois la pression atmosphérique. Et ici, on parle bien de pression statique. En fait, pour atteindre une pression de 14 000 bars, il faudra une colonne d'eau de 140 km de haut, soit environ la distance Clermont-Ferrand-Saint-Étienne par les autoroutes A72 et A89, et encore s'il n'y a pas de déviation. Maintenant, essayons de calculer l'énergie nécessaire pour comprimer de l'eau jusqu'à 14 000 bars. Histoire ici aussi de simplifier les calculs, nous allons faire l'hypothèse d'une compression isotherme, c'est-à-dire sans variation de température. Pour faire ce calcul, il faut connaître les valeurs de l'enthalpie de notre... Mais dis-moi Rowin, c'est quoi l'enthalpie ? C'est très simple, Kaidumeki. L'enthalpie d'un système est une grandeur notée H qui représente l'énergie totale d'un système donné dans les conditions données. Dans notre cas, le système c'est un volume V1 de liquide à une température T fixe, puisque nous considérons une transformation isotherme. Prenons le cas de l'eau à 20 degrés sous pression atmosphérique. Le système possède une enthalpie, une énergie totale, de 83,91 kJ par kg d'eau, soit 83,91 kJ si notre système fait 1 litre, soit 1 kg. Le joule est une unité qui mesure l'énergie, au même titre que le mètre mesure une distance. Pour obtenir cette valeur d'enthalpie, pas de calcul compliqué, rassurez-vous. On peut la trouver facilement dans les tables comme celle-ci. Comme celle-là ? Non, comme celle-ci.
Et ensuite, on cherche dans les tables la valeur de l'enthalpie à 14 000 bars. Ah zut, elles vont que jusqu'à 300 bars. Mais comment on va faire? Comme je l'ai dit, il est assez difficile d'atteindre de telles pressions, et donc de telles valeurs ne sont que très rarement utilisées. On ne peut donc pas connaître directement la valeur de l'enthalpie à 14 000 bars. Qu'à cela ne tienne, nous allons estimer cette valeur à partir du reste des valeurs que nous avons à notre disposition. Nous réalisons donc une interpolation linéaire. Attention, les résultats qui vont suivre sont particulièrement moches. Ce calcul a été réalisé par des professionnels. Ne tentez jamais ça en examen. Après un calcul particulièrement osé, nous obtenons une valeur très fantaisiste pour l'enthalpie à 14 000 bars d'environ 1 400 000 joules par kilogramme, soit 1 400 000 joules. À ce stade, nous avons donc l'énergie de notre volume d'eau avant compression, 83,91 joules par kilogramme, et après diminution par 2 du volume, 1 400 000 kJ par kilogramme. Pour savoir combien d'énergie il faut apporter au système, il suffit de faire la différence entre l'enthalpie après et avant la compression, soit environ 1 300 000 joules par kilogramme. Ça peut paraître beaucoup, mais c'est en fait l'énergie que votre corps produit lorsque vous mangez 50 g de beurre demi-sel. Mais attention, ces résultats est à prendre avec de très grosses pincettes, parce que nous avons dû réaliser une très grosse approximation pour le calcul de l'enthalpie sous 14 000 bars. Même en admettant que nos résultats soient cohérents, cela ne veut pas pour autant dire que l'on peut comprimer un Pokémon. En effet, dans notre calcul, nous avons négligé les matières solides, comme les os des Pokémon, qui sont pour le coup vraiment très compliqués à comprimer. En fait, ça marche pas, hein, sauf peut-être pour les méduses. La deuxième solution envisageable fonctionne sur le principe du scanner. On va numériser les Pokémon atome par atome, noter leurs emplacements et leur nature chimique dans une base de données. Dans le même temps, on désintègre les atomes et on stocke l'énergie obtenue pour une rematérialisation ultérieure. Nous allons rapidement évaluer l'espace nécessaire pour stocker toutes les informations sur le Pokémon. Il nous faut enregistrer le type de l'atome, c'est-à-dire savoir s'il s'agit d'un atome de chlore, d'oxygène ou de carbone, etc. Pour ça, nous devons stocker le numéro atomique de l'atome, ce qui nous prendra 2 octets, histoire d'avoir de la marge pour noter des informations complémentaires sur l'état de l'atome, par exemple savoir s'il est ionisé ou pas. Pour noter la position, nous avons besoin de 3 coordonnées pour situer chaque atome dans l'espace. Étant donné l'échelle à laquelle nous travaillons, il nous faut situer chaque atome à l'angstrom près. L'angstrom est une unité de mesure des longueurs très utilisée en chimie car elle est de l'ordre de grandeur de la taille des atomes. Un angstrom vaut 0,1 nanomètre. Pour pouvoir noter des longueurs de plusieurs mètres, l'envergure d'un Pokémon, il nous faut 5 octets par coordonnée. Au final, nous avons donc besoin de 17 octets pour stocker toutes les informations nécessaires pour situer et identifier un unique atome. Si on se base sur la composition moyenne du corps humain, on peut calculer le nombre d'atomes contenus dans un Pokémon moyen de 25 kg, disons un Carabaf. On arrive au chiffre relativement impressionnant de 2,3 x 10 puissance 27 atomes, c'est-à-dire 2,3 milliards de milliards de milliards d'atomes. Nous avons donc besoin de 39,5 milliards de milliards de milliards d'octets pour stocker toutes les informations sur le Pokémon. C'est beaucoup. De nos jours, les disques durs grand public peuvent stocker 500 gigaoctets de données. Pour stocker tout un Pokémon, il nous faudrait donc 7,9 x 10 puissance 16, c'est-à-dire 79 millions de milliards de disques durs de 500 gigaoctets. Venons-en au problème de l'énergie. Si on dématérialise complètement chaque particule constituant un Pokémon, on obtient une quantité d'énergie facilement calculable via la célèbre relation d'équivalence masse-énergie d'Albert Einstein, E égale mc2, où m est la masse de matière et c la vitesse de la lumière dans le vide, soit 3 x 10 puissance 8 mètres par seconde. Sur un Carabaf de 25 kg, le calcul nous indique que nous pouvons récupérer une énergie de 7,5 milliards de joules, ce qui correspond à l'énergie récupérée par la combustion de 180 kg de pétrole. Bref, que ce soit en termes d'énergie ou en termes d'information, il n'est pas très facile de stocker tout un Pokémon, sans compter qu'on ne sait pas rematérialiser ni dématérialiser de la matière. Enfin, dernière possibilité, la téléportation. On pourra ainsi téléporter un Pokémon directement dans un endroit dédié pour leur stockage, un centre Pokémon par exemple. Parmi les différentes techniques envisageables, nous nous intéresserons particulièrement à la téléportation quantique. Cette méthode se base sur un phénomène qu'est l'intrication quantique. Mais c'est quoi l'intrication quantique ? Mais j'y viens! Avant de parler d'intrication quantique, il faut parler de spin. Le spin est une propriété physique des particules au même titre que la masse. Prenons l'exemple de l'électron. Chez ce dernier, le spin peut prendre 2 valeurs distinctes, qui sont -1,5 ou +1,5. En fait, c'est comme si l'électron se comportait comme un aimant. Si le pôle nord est en haut, le spin vaut 1,5 ou -1,5 si le pôle nord est en bas. D'après une expérience de pensée d'Einstein, Podolsky et Rosen de 1935, les électrons sont dans un état dit intriqué. En fait, c'est comme si 2 électrons étaient reliés par une ligne imaginaire. Si l'électron A a un spin de +1,5, automatiquement l'électron B a un spin de -1,5. Ça peut paraître inintéressant, mais cette propriété peut en fait théoriquement transporter des informations à une vitesse infinie. Démonstration. Dans ces boîtes, j'ai mis une boule bleue et une boule rouge. Rowan, viens par ici. Oui, Choisis une boîte. celle-ci.
Eh bien, prends ce ticket pour l'espace, Ariane 5 t'attend à Kourou. Dans une galaxie lointaine. Très lointaine. Allumage Vulcain. Allumage des 2 EAP et décollage. Pendant que Ruin se rend à l'autre bout de la galaxie, soit 100 000 années-lumière environ, je vais vous expliquer le principe de l'expérience. Moi, je sais quelle boule est dans quelle boîte. Ruin, lui, ne le sait pas. Par exemple, ici, c'est la boule rouge. Ruin, de son côté, rongé par sa curiosité, décide d'ouvrir sa boîte et constate qu'il a la boule bleue. Instantanément, il en déduit que j'ai la boule rouge. Ainsi, l'information sur la couleur de la boule a voyagé instantanément depuis moi jusqu'à Ruin. Alors que normalement, à la vitesse de la lumière, soit la vitesse la plus rapide atteignable dans l'univers, elle aurait dû mettre 100 000 ans à lui parvenir. Et ce principe, d'allure assez basique, permet pourtant de téléporter une information. Maintenant, imaginons que nos 2 boules ont une propriété particulière. Je ne peux plus coller 2 boules de même couleur côte à côte, sans que l'une des 2 ne change de couleur. Ruin sait maintenant que j'ai la boule rouge, et lui, la bleue. Nos 2 boules sont intriquées. Si l'une change de couleur, l'autre également, pour que nous ayons toujours une boule bleue et une boule rouge, comme avec les spins de tout à l'heure. Si j'approche une boule rouge de ma boule rouge, ma boule va changer de couleur et devenir bleue pour garder la neutralité de la couleur. Instantanément, la boule de Ruin change également de couleur et devient rouge, pour conserver encore une fois la neutralité de la couleur. Ainsi, j'ai fait parvenir à Ruin une boule rouge instantanément. C'est ce qu'on appelle l'intrication quantique. Et le plus fantastique, c'est que ça marche aussi avec de la vraie matière. La preuve, récemment, des chercheurs néerlandais de l'université technologique de Delft sont parvenus à téléporter de l'information entre 2 atomes intriqués situés à quelques mètres de distance. Pour autant, peut-on appliquer ce principe pour les Pokémon? Comme le dit Ronald Hanson, un des chercheurs en question, Si vous pensez que nous ne sommes rien de plus qu'un assemblage d'atomes reliés les uns aux autres d'une manière particulière, alors en principe il devrait être possible de nous téléporter d'un endroit à un autre. En pratique, c'est extrêmement improbable, mais dire que cela ne marchera jamais est très dangereux. En conclusion, ça paraît ici fortement compromis. Que ce soit en compressant la matière comme un bourrin, en tentant de numériser les particules dans un système informatique, ou en exploitant les principes de la mécanique quantique, stocker un Pokémon à l'aide d'une Pokéball paraît impossible en l'état actuel de la technologie. Mais je devais pas tourner à gauche après la nébuleuse de l'œil de Carapou, moi? Je comprends pas.